Donc bonjour à tous et à toutes. Donc Cindy Gagné, donc je travaille à la Fédération des centres sociaux de Maine-et-Loire et de Mayenne, et donc je suis animatrice du réseau parentalité en Maine-et-Loire. Donc une mission voilà, que la CAF et la MSA a confiée à notre association depuis bientôt une dizaine d'années. Et puis effectivement, alors pourquoi moi je suis parmi vous aujourd'hui? Tout simplement parce que voilà, c'est tout le sens de notre réseau, à la fois la Fédération des centres sociaux et puis nos réseaux parentalité, où Clarisse et Antoine m'ont sollicité en me disant « Oh, ce serait intéressant de pouvoir venir nous parler de la dynamique des parents solos ». Et voilà, donc je vous remercie déjà pour l'invitation. Moi, je suis ravie d'être parmi vous, notamment d'avoir pu être là dès ce matin. Donc voilà, et puis peut-être de vous dire effectivement le réseau parentalité, quelques mots. Vous avez de la chance, Nord-Pas-de-Calais, quand je vois voilà, la force et le dynamisme de votre réseau, et notamment d'avoir, vous êtes nombreux et nombreuses. Nous, pour le Maine-et-Loire, on est deux. Depuis quelques mois, voilà, il y a une deuxième personne, Émilie, hein, qui anime le réseau Petite Enfance. Moi, je suis voilà, sur le réseau parentalité. Et il y a Jérôme, chargé de communication à la Fédé, qui a 4 heures par semaine sur le site Parents 49. Donc voilà, pour vous dire, il se passe des choses très riches hein, aussi sur notre département, mais voilà, vous avez vraiment beaucoup de chance. Peut-être dans cette présentation, on va d'abord aller sur c'est quoi être parent solo, et ça va être participatif. On va aussi vous demander, hein, selon vous, c'est quoi être parent solo. Ensuite, moi, je vous présenterai la dynamique des groupes de parents solo hein, sur le Maine-et-Loire. Et puis après, on ira sur les journées départementales des parents solo. Et on terminera par une expérimentation de garderie solidaire. Le tout en 30 minutes. Mais non, alors on a de la chance parce qu'on a un temps après de questions, réponses, d'échanges. Et ça c'est vraiment très riche. Et puis le diaporama, vous allez l'avoir, hein, vous l'aurez avec les différents clics qui vont vers les ressources. Donc effectivement, la première question qu'on voulait vous poser, vu que le thème hein, c'est faire famille quand on est parent solo, c'est déjà, voilà, pour vous, être parent solo. Ou 3 concepts, en tout cas pour définir ce qu'est pour vous être parent solo. Ah oui, voilà, ça fonctionne en fait sur l'ordinateur d'Antoine. Avoir beaucoup d'amis, éduquer seul, sans relais, stress. Vous dépassez vos 3 mots, non? Elle est encore 30 secondes et on verrouille le formulaire. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Posez les stylos. Alors, je suis en train de regarder en même temps. Il ressort donc beaucoup la charge mentale, l'organisation, la responsabilité. Puis après, il y a pas mal de petits mots un petit peu partout. La fatigue, le fait d'être seul, la solitude, être veuf, la détresse, les questions, besoin d'aide, l'isolement, le fait d'être formidable aussi, le couteau suisse. Moi, ça m'intéresse en tout cas de les garder, ces petits mots. Cette question, en fait, on trouvait ça important de commencer
voilà, en vous posant la question, parce qu'en fait, cette question-là, tout le monde se la pose. Lorsqu'on parle des parents solos, les parents nous demandent c'est quoi être parent solo, parce qu'ils se demandent s'ils sont légitimes à participer, notamment dans un groupe. Et puis c'est pareil pour les professionnels, parce que les professionnels aussi voilà, se disent mais est-ce que le groupe que j'anime, c'est bien un groupe de parents solo et il y avait donc une maman qui, lors d'une journée départementale, voilà, était venue à l'époque Parents Solo et Compagnie, qui était voilà, une association à l'échelle départementale qui existait en tout cas à l'époque, et qui avait donné une définition de ce que c'était qu'un être parent solo. Et cette maman, Nathalie, l'avait redonné, c'est voilà, et parent solo, tout parent qui se considère comme étant seul au quotidien avec ses enfants. Donc tout parent qui se considère comme étant seul au quotidien avec ses enfants. Et je trouvais que c'était intéressant. Voilà, finalement, c'est lui qui se considère parent solo. Donc c'est pas la définition de ce que c'est qu'une famille monoparentale en tant que telle. Donc, dans les groupes de parents solo, effectivement, ce matin, Évidor, elle nous parlait des représentations qu'on pouvait avoir aussi. Bah, c'est pareil, les parents solo, ils sont très variés. Donc, il y a notamment des mamans qui sont solo depuis le début, depuis voilà, la naissance de leur enfant. Elles sont seules au quotidien avec leur enfant, H24. Parfois, il y a des parents qui sont voilà, séparés, qui ont vécu à un moment donné une séparation, un divorce. Il y a aussi des parents qui sont veuves. Il y a aussi des parents, nous, par exemple, il y a un groupe de parents solo sur Saumur. Il y a pas mal de militaires. Et donc, il y a des femmes de militaires qui voilà, elles sont en couple, mais elles sont parfois plusieurs mois seules avec les enfants. Et elles se considèrent aussi parents solo. Donc voilà, c'était au moins pour ouvrir notre manière de considérer voilà, qui est parent solo. Ce qu'on vous propose, c'est d'écouter 2 témoignages de parents. Ce sont des témoignages qui ont été réalisés par Cécile Liège, qui est réalisatrice sonore. Et alors je vois plus non, il y a le diaporama. Ah oui, c'est parce qu'on est là-dessus. Ah bah oui, tout à fait. Voilà, c'est quelques témoignages du quotidien. On va d'abord en écouter un. Ça durera à chaque fois, il dure 3 minutes 30 à peu près, qui s'appelle De la solitude. On a tous à un moment donné de la solitude parce qu'on est entouré déjà, comme on disait, de couples autour de nous. Donc des fois, nos amis ne nous comprennent pas forcément parce qu'ils vivent une autre vie que la nôtre. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de rencontrer des gens qui sont dans la même situation que soi. Ce qui est terrible à dire parce que bon, on s'enrichit de tout le monde normalement, mais on est plus compris par les gens qui sont dans notre situation que les gens qui sont en couple. J'ai dû rompre les liens familiaux parce que du coup je me suis pas sentie comprise, j'ai été jugée. Donc du coup j'ai dû rompre les liens pour moi-même aller mieux en fait. Et que ce soit les liens sociaux, familiaux, du coup en fait je n'ai personne. Mis à part le centre social avec qui je fais les groupes de parole. Après c'est un choix personnel aussi parce que la confiance n'y est plus. Voilà, on crée des liens et finalement on aboutit à rien ou c'est des conflits par derrière ou de la jalousie et du coup c'est compliqué. Moi, j'ai une grande sœur qui, elle, est mariée, qui a des enfants. Donc, et le fait que moi, je ne sois pas mariée et que j'ai un enfant, et ma mère, elle ne nous traite pas du tout de la même manière. Elle, pour elle, voilà, c'est ma grande sœur, c'est... elle est là-haut, et puis moi, voilà... Et du coup, elle m'a dit si tu sais, vu que tu es toute seule, tu n'es pas capable de t'occuper de ton enfant, tu peux me le donner. Moi, je vais l'élever. J'ai dit mais c'est pas parce que je n'ai pas de mari que je peux pas élever mon enfant. Et c'est pas parce que ma sœur a un mari qu'elle s'en sort mieux. C'est un peu le même principe dans le sens où moi là-bas je suis issu aussi de pères non reconnus. Donc là, mes parents, en fait, mon père m'a reconnu au mariage de mes parents. Donc mes parents sont connus, j'avais 3 ans. Là maintenant, j'en ai 28, 29, 28. Donc ça fait un sacré moment qu'ils sont ensemble.
tout de suite, quand il y a eu les problèmes de garde avec les enfants, ma mère m'a quand même demandé oui, tu ne vas quand même pas abandonner les enfants. Je lui fais non mais ça va pas ou quoi? C'est sûr que de se manger tout le temps des réflexions comme ça, c'est chiant. Enfin, c'est pas parce qu'ils sont pas divorcés, ils sont pas machin, qu'on n'est pas plus con qu'un autre non plus, quoi. Quand je suis arrivée à Angers, j'étais enceinte de 3 mois. Donc je connaissais personne. Et justement, c'est en parlant avec ma puéricultrice, c'est elle qui m'a fait découvrir le groupe Parents Solo. Donc après, du coup, là maintenant, grâce à ça, j'ai pu sortir de la solitude. Voilà. Le truc, c'est de savoir qu'on n'est pas tout seul finalement. Et puis ça fait du bien. Et là, 1 an après, bah, je suis mieux. Je me sens mieux parce que voilà, j'ai fait des rencontres. Le fait d'aller aux réunions tous les deuxièmes samedis du mois, mais ça fait du bien, de faire les sorties, voilà. Oui, on vous propose d'écouter le deuxième. C'est de la reconstruction, hein, se reconstruire. Moi, je voulais dire que j'avais complètement perdu confiance en moi quand je me suis séparée. Du coup, là, ça me parle beaucoup. Et qu'il m'a fallu, même encore aujourd'hui, là, plus de 2 ans après, c'est encore compliqué, je trouve. On se remet en question en tant que parents, déjà, par rapport à nos enfants, par rapport à ce que notre ex nous renvoie aussi, de ce que les enfants nous redisent sur nous. Sur notre rôle de parent, quand on est en conflit aussi. En tant que maman, j'ai complètement perdu confiance en moi. Parce que comme tellement on était en conflit, jamais d'accord, etc., c'est compliqué de dire sa façon de voir les choses, surtout quand l'autre personne fait tout le contraire de nous, quoi. Où est notre place en tant que parent, quoi. Se reconstruire est un grand mot en fait. Je pense qu'on se reconstruit, mais pas entièrement. Chaque vécu est différent. Moi, je vois par rapport à mon vécu, du coup, ça a été beaucoup des violences physiques, mais surtout verbales. Donc, du coup, la confiance en soi, moi-même, je ne l'ai pas en fait. Et je pense que ça va prendre beaucoup de temps pour l'avoir. Donc après, il y a suivi psychologique, voilà, tout ce qu'on veut. Mais c'est avec le temps. Et je pense que le temps est important en fait pour se reconstruire correctement et que ça n'envahisse pas l'enfant. Moi, en fait, la séparation m'a apporté un plus parce que je me sens plus forte. Voilà, je suis pas dans la mésestime ou j'ai connu ça en fait avant. Alors que moi, j'ai une relation avec mon ex qui est très bien. Ça a été un mari super, un super papa. Mais je m'étais effacée beaucoup. Et en fait, la douleur de la séparation a fait que je me suis rendu compte que quand j'étais dans le creux de la vague, j'étais capable de remonter. Donc maintenant, j'accepte les moments où je pleure, où ça va pas. Mais chaque creux de vague me rend encore plus forte. Je me retrouve, je refais des choses que j'ai envie de faire. Et je me dis, ouais, j'arrive à faire plein de choses toute seule. Je travaille dans une grosse société, donc pour se reconstruire, on a du monde. Donc il y a les collègues déjà. On a une infirmière au travail, donc ça aide aussi de parler. Donc le groupe de parole, les parents solo, ça aide aussi. Surtout pas s'isoler. Venir parler de ce qu'on vit. Là aujourd'hui, c'est important, ça aide à se reconstruire. Et puis je voulais parler du fait qu'on considère se séparer comme un échec. Et non, c'est pas un échec parce qu'on le fait pour des raisons, c'est qu'à un moment ou à un autre, on n'est plus d'accord avec l'autre personne et on vit une vie meilleure pour soi et pour sa famille. Rester ensemble comme nos anciens le faisaient, c'est pas forcément la meilleure solution. Et puis il faut savoir accepter de dire, voilà, on a passé un temps avec cette personne-là.
La dernière page du livre est tournée, il faut en ouvrir un autre. Bon, ces témoignages, vous pouvez les retrouver sur le site Parents 49. Il y a une page voilà, dédiée aux parents solos, et donc vous pourrez les réécouter. Il y en a d'autres aussi, d'ailleurs. Dans tous les cas, c'est vrai que la question de la solitude, c'est un sujet qui revient énormément pour ces parents solos. Et moi, je trouvais ça intéressant. Là, Cécile Liège, elle parle de quelques témoignages du quotidien, parce que c'est vrai que finalement, la question d'être parent solo, c'est une question assez banale finalement, c'est assez commun de se dire à un moment donné, voilà, je suis séparée. N'empêche qu'on voit bien que pour ces parents, en tout cas pour certains, il y a besoin d'en échanger, il y a besoin de se retrouver avec d'autres. Et c'est donc ce que je vais vous présenter pour la suite. Alors les groupes de parents solo. D'abord, avant de pour vous présenter, je vais faire un petit détour en vous parlant de l'histoire. Ça a démarré en fait en 2017, ces groupes de parents solo. C'est une maman en fait à Saint-Georges-sur-Loire, donc une petite commune en milieu rural, pas très loin d'Angers, qui était une maman très bien insérée professionnellement au niveau social. Et puis à un moment donné, elle s'est séparée. Et là, voilà, ça a été vraiment des galères pour elle. Et elle a en fait été toquée à la porte du centre social pour dire voilà, moi je suis maman solo et c'est vraiment très compliqué, c'est des galères du quotidien et j'aimerais rencontrer d'autres parents pour voir s'ils vivent les mêmes choses que moi. Est-ce que c'est possible? Et de là, à l'époque, la référente famille a monté justement un groupe de parents avec cette maman au centre social L'Atelier, donc à Saint-Georges-sur-Loire. Et c'est comme ça qu'est né le premier groupe de parents solo, suivi d'un deuxième un petit peu plus loin à Beaupro. Et assez rapidement, il y en a eu 3. Là, aujourd'hui, il y en a 9 groupes de parents solo en Maine-et-Loire en 2025, avec des fois des groupes qui s'arrêtent et puis des nouveaux groupes qui se créent. C'est soit à l'initiative d'un parent et ou d'un professionnel. Alors aujourd'hui, à l'initiative d'un parent, c'est un peu moins le cas quand même, plutôt à l'initiative de professionnels, et parfois d'ailleurs d'un binôme de professionnels. Il y a au moins 2 groupes où c'est la travailleuse sociale de la CAF qui a repéré aussi, en individuel, les situations. Et voilà, lorsque les bureaux sont notamment dans les centres sociaux, ça peut aider le rapprochement. Elles se sont dit, tiens, il y a vraiment quelque chose, il y aurait un besoin pour ces personnes de pouvoir se retrouver en collectif. Pour nous, en tout cas en Maine-et-Loire, ces groupes sont portés pour la plupart par des centres sociaux. Là, il y a une collectivité qui commence à porter un groupe sur les Hauts d'Anjou, mais évidemment, sur d'autres départements, c'est porté parfois par d'autres associations. C'est pas que les centres sociaux, mais en tout cas, c'est moi ce dont je vais vous parler pour nous en Maine-et-Loire. Et voilà, ces groupes sont financés dans le cadre donc, du Fonds national parentalité, l'ex-REAP, avec donc le soutien de la CAF et notamment de la MSA de Maine-et-Loire. Et ces parents, en fait, ils sont orientés parfois par le bouche à oreille, ils sont orientés effectivement par des travailleurs sociaux, par les structures. Et peut-être, moi, je vais vraiment là, vous parler de l'approche collective, mais c'est vrai que vous êtes plusieurs là aussi à accompagner au quotidien des familles. Il y a aussi cette approche individuelle qui vient vraiment se compléter. Et ça, je tiens à vous le dire parce que c'est important. Il y a des parents solos pour qui l'approche individuelle, ça leur convient et ils ne se retrouveraient pas forcément dans un groupe. Il y a des parents pour qui le groupe, c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Et puis d'autres pour qui ce ne sera peut-être pas le moment, mais ça va peut-être faire leur chemin à un moment donné. Et peut-être qu'un jour, ils se diront, tiens, je vais peut-être oser à un moment donné aller dans ce groupe. Et c'est toute la force de ces groupes qu'on appelle, nous, en fait, des groupes de pairs. Dans ces groupes de pairs, l'objectif, c'est donc d'apporter soutien, écoute, partage de vécu et d'expérience, et surtout donc de rompre l'isolement et la solitude. Donc ce sont des groupes d'échange entre personnes qui vivent et qui traversent une même situation, et c'est pour ça qu'on les appelle donc des groupes de pairs, PAIRS. Et c'est ce qui va faire que les personnes vont se sentir moins seules. Et c'est ce qui va faire aussi, comme on entendait tout à l'heure dans les témoignages, que les personnes vont se sentir davantage comprises, non jugées.
Et c'est vrai que la question de la bienveillance, elle est écrite là dans les groupes, hein. La bienveillance, le non-jugement et le respect de l'autre, ça peut paraître basique, mais en fait, ça fait partie des choses essentielles en fait, pour les parents. Effectivement, ces parents, en fait, lorsqu'ils vont intégrer les groupes, ils vont passer finalement d'une préoccupation individuelle à une parole collective. Et c'est ça qui va être intéressant finalement dans ces groupes. Ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls à vivre les mêmes difficultés. Et tout à l'heure, par exemple, parmi les mots, on voyait la charge mentale, l'organisation, la fatigue. Là, dans le groupe, le fait de pouvoir le dire, ça va faire du bien déjà aux parents qui vont s'exprimer là-dessus. Et à d'autres parents, le fait d'entendre et de se reconnaître des fois dans les propos qui vont être dits, on va se dire, OK, ça ne vient pas de moi, là, que j'ai un problème d'organisation le matin qui va faire que c'est pour ça que c'est toujours la course et puis que ça pleure et qu'il y a des tensions. Finalement, c'est pareil pour les autres. Et c'est bien ça qui va faire que les parents, finalement, ils vont prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls à vivre justement leur galère, mais ils sont bien à plusieurs. Et c'est là où, en fait, ça va leur permettre de lâcher prise, de déculpabiliser et de se dire, bon, OK, on est tous pareils là-dessus. On va pouvoir partager effectivement les mêmes galères et puis aussi pouvoir partager trucs et astuces, les bons plans. Ça aussi, c'est intéressant. C'est des groupes de soutien, hein, c'est pas des groupes à visée thérapeutique ou des groupes aussi de rencontres. Ça, c'est important de le dire parce que c'est déjà arrivé. Parfois, certains disaient... Alors, vous voyez bien, c'est pas des groupes à visée thérapeutique, sauf que dans les effets secondaires, oui, ça va faire du bien. C'est pas des groupes de rencontres, sauf que dans les effets secondaires, peut-être que certains, oui, ils vont se revoir en dehors. Hein, ça peut aider au réseau social. N'empêche que s'il y en a qui veulent rencontrer, parfois, il y en a, c'est déjà arrivé, hein, vu qu'il y a... Bon, pour beaucoup des groupes avec beaucoup de mamans, hein, de femmes, il y a quelques hommes hein, aussi, quelques papas qui sont présents, mais effectivement, ce n'est pas des groupes de rencontres en tant que tels. Hein. C'est déjà des demandes hein, qui ont été faites, mais voilà. Peut-être de l'importance effectivement du cadre. Je vous ai mis là dans un cadre sécurisant. Et effectivement, dans les ingrédients fondamentaux, mais vous les connaissez déjà, c'est l'accueil chaleureux. Ça, c'est vrai que c'est important. C'est pas simple hein, d'intégrer un groupe, des fois un groupe en plus qui est déjà fait, donc voilà, pousser la porte, c'est jamais simple. C'est pour ça que c'est toujours bien d'être accueilli aussi par d'autres parents, et donc que des parents puissent être à l'aise pour se dire, bah, moi je veux bien faire ça dans le groupe. Voilà, j'y viens depuis peut-être 1 an, déjà 1 an et demi, je suis un peu plus à l'aise, je veux bien avoir l'attention des nouveaux, des nouvelles qui arrivent. Bah, ça vraiment, il n'y a rien de mieux pour des parents que d'être accueillis par d'autres parents. Un groupe qui est ouvert aussi, hein. Donc voilà, le groupe, hein, il n'est pas fait pour l'année. Les gens peuvent venir et peuvent repartir aussi s'ils ne s'y retrouvent pas. Il y a une garde d'enfants sur place, donc un accueil des enfants sur place. Et ça, c'est essentiel si vous voulez qu'il y ait un groupe qui se forme. C'est important d'avoir cette possibilité-là pour les parents et que les parents soient rassurés, que les enfants ne soient pas très loin. Ça arrive parfois que les enfants puissent faire des allers-retours. Ça, après, c'est à vous de voir ce avec quoi vous êtes à l'aise. Mais en tout cas, voilà, c'est une condition pour que le projet puisse réussir. C'est important d'avoir des horaires adaptés. Alors, je vous les ai mis, en fait. Hein, souvent, le rythme, hein, c'est 1 fois par mois. Soit le vendredi en soirée, soit le samedi matin. Voilà, nous, dans les groupes, hein, c'est ce qui se fait. Et puis, la dernière chose que je voudrais vous dire pour les ingrédients, c'est le temps long, quoi. Hein, il faut que ça s'inscrive sur du temps long pour ces projets, donc qu'il y ait une régularité. Ça, c'est important parce que des fois, on va essayer, hein, je ne vous le cache pas, des fois, il y en a, ils essayent de monter le groupe et puis bah, au bout de 3 fois... Il y a 2-3 parents, hein, c'est compliqué. Hein. 2-3 parents, c'est pas simple. Alors d'en avoir 15, ça peut vite être compliqué. Hein. Souvent, c'est bien entre 8 et 14 personnes. Déjà, c'est très bien. Hein. Mais c'est vrai qu'à 3, la dynamique, elle n'est pas toujours facile. Mais voilà, il faut du temps. Il y a des parents, peut-être ils auront déjà l'info, ce sera sur leur frigidaire. Ils voudraient y aller, ils pensent y aller, et le lendemain, hop, leur enfant est malade, c'est pas possible. Le mois d'après, ils sont vraiment pas en forme, c'est pas possible. Vous voyez, c'est peut-être la 3e fois qu'ils vont se dire, allez, j'y vais. Donc ça, j'insiste, et c'est vrai que c'est important, ça fait partie aussi, notamment dans les demandes de financement, hein, d'avoir ces projets qui s'inscrivent sur du temps long. Et puis le dernier point, oui, sur l'animation de groupe, sur la posture, oui, ça c'est jamais simple. Moi j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est d'être formé à l'animation de groupe d'échange, mais je pense qu'il y en a beaucoup là parmi vous. Vous
vous avez ce savoir-faire-là, d'être capable d'animer un groupe d'échange entre parents. Donc voilà, d'être garant aussi du cadre, hein, notamment du cadre sécurisant. En tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un expert là-dessus, sur ces questions. Ça, c'est important, parce que même si c'est noté là, à la fin, vous voyez, parfois avec un intervenant extérieur sur le thème, oui, si le groupe de parents, ils ont des questions juridiques, et là, vous allez peut-être vous dire, ah bah tiens, ça ressort cette question-là souvent, peut-être qu'à un moment donné, on va pouvoir faire appel, effectivement, à un juriste, un avocat, je ne sais quoi, qui va pouvoir venir pour répondre à vos questions. Ça, pourquoi pas, on peut le faire, mais de manière ponctuelle. Ce qui est intéressant, vraiment, c'est d'être animateur, animatrice d'un groupe, et d'être là en facilitateur, en facilitatrice, parce que, justement, ce qui va être important, c'est que se dire que finalement, les experts, bah, c'est les parents. C'est les parents aussi qui ont le savoir, et c'est bien ça qui va leur permettre de redonner... d'avoir confiance, justement, leur redonner confiance en eux. Donc voilà, sur les groupes. Alors, oui, il reste 5 minutes. Ah bah oui, on est quasi bien. Alors, j'accélère. Bon, des illustrations de groupe, on y reviendra tout à l'heure. Finalement, je vous ai donné les grands ingrédients des groupes de parents solo. Dans les faits, vu qu'il y a plusieurs parents solo, une diversité, bah c'est pareil en fait, il y a une diversité de groupes. Et c'est normal parce que ces groupes, vous allez les créer avec la structure, avec vous, ce que vous êtes, avec les parents, avec les besoins des parents. Et là, je vous ai mis plusieurs affiches. Parents solo, par exemple, centre social à Saint-Léger-sous-Cholet, Oxygène. Eux, c'est intéressant, c'est une fois par mois, ils ont groupe d'échange entre parents. Puis ça tourne. Le mois d'après, ça va être atelier parents-enfants. Parce que les parents, ils avaient besoin de ça aussi. Puis le mois d'après, ça va être une sortie. Puis après, ça va redevenir, vous voyez, le groupe d'échange. Tout ça pour vous dire que parfois, ça passe pas que par la parole, quoi, hein, dans ces groupes. Parfois, il y a besoin aussi, à un moment donné, de faire des choses, quoi, vous voyez, avec les mains, enfin voilà, d'apprendre à se relaxer, à lâcher prise. Il suffit pas de le dire. Des fois, c'est bien de pouvoir le vivre aussi à plusieurs. Je vous ai mis aussi des groupes de parents solo. Là, à un moment donné, il y a une affiche parents solo là, qui est bleue et rose. C'est le groupe de Cholet là, qui est en train de se créer, qui va être créé à l'automne. Là. Eh bien, il s'est coporté par plusieurs centres sociaux. Ça, c'est intéressant aussi. Que parfois de se dire, bah tiens, plutôt que de le faire seul, on monte à plusieurs, puis ça rassure, quoi. Plutôt que de se lancer seul professionnel, on est à plusieurs. Pareil pour monter le dossier dans le cas du FNP. Enfin, vous voyez, on peut mutualiser, ça peut être intéressant. Et je vous ai mis un dernier groupe, parents solo pour veufs ou veuves précoces. Ça, c'est nouveau, c'est au centre social l'Atelier, où une maman, en fait, hein, qui est veuve depuis 3 ans, Céline, est très engagée sur cette question-là, parce qu'elle disait que c'était vraiment une galère quand elle est devenue veuve, et qu'elle ne se retrouvait pas toujours dans le groupe de parents solo, pas toujours, parce qu'il y avait la question aussi du deuil, la question de la reconstruction, la question des enfants, et qu'elle partageait, voilà, il y avait besoin d'avoir encore un autre groupe de pères de temps en temps. Et donc là, elle est en train de créer ce groupe-là sur le territoire avec une intervenante. Là, par contre, avec une intervenante qui accompagne des parents veuves en individuel au quotidien. Oh bah là, oui, ça apparaît pas très bien, mais c'est pas grave. Une dynamique départementale. Bon, en fait, 2017, il y avait 3 groupes de parents solo. Vous savez, ils ont envie de rompre la solitude. Donc déjà, ils sont dans un groupe, mais bon. Ils se sont dit, ça pourrait être bien qu'on se fasse un pique-nique. Bah oui, et de rencontrer les autres groupes. Bon, bah très bien, donc ils ont fait comme ça en 2017 une journée départementale, des parents solos, qui réunissait une quarantaine de personnes. Et puis bah, aujourd'hui, vous voyez, là, il y a les affiches, on est à la 7e en fait, édition journée départementale des parents solos, qui réunit les différents groupes de parents solos du Maine-et-Loire, avec à peu près 80 parents solos et puis 50 enfants qui se réunissent. Et ça permet vraiment de redonner l'énergie, de rendre visibles les groupes, mais aussi de rendre accessible en fait l'information que ces groupes existent. Et nous, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il y a, c'est aussi le partenariat avec la CAF. Hein. Il y a un texto de la CAF qui est envoyé auprès de nous des 22 000 allocataires, familles monoparentales, pour faire connaître ces groupes. Donc, vous voyez un petit peu la force. Donc, il y a aussi des parents qui viennent, qui vont peut-être pas intégrer un groupe, mais en tout cas, ils viennent sur cette journée-là. Ça leur fait du bien, ça leur permet de rencontrer du monde, et puis ça leur redonne de l'énergie, quoi. Et puis donc durant ces journées aussi, on est là pour améliorer la vie quotidienne des parents. Et c'est la dernière chose, parce que je vois que Antoine quand même, il me regarde. Je pense que les 5 minutes sont bien passées.
Alors, c'est la dernière chose. C'est l'expérimentation d'une garderie solidaire en Maine-et-Loire. Et là, juste de vous dire, c'est issu lors d'une journée départementale des parents solos en 2023 où on avait un atelier créer une garderie solidaire. Moi, j'avais vu qu'à Villeurbanne, il y avait un centre social, en fait Casse-Noisette, qui avait créé une garderie solidaire. J'avais vu la vidéo, je me suis dit, tiens, c'est pas mal ça, leur principe. Et donc, on a proposé ça. Il y avait à peu près 8 parents qui étaient là lors de la journée départementale là, sur l'atelier, créer une garderie solidaire. Et on leur avait demandé en fait à ces parents, c'est quoi le répit parental pour vous? Parce qu'on se disait, tiens, ça c'est notre jargon. Ils nous avaient répondu, hein. Ils voyaient bien ce que c'était que le répit parental. Puis on leur avait demandé, c'est quoi pour vous les freins là? C'est quoi ce qui vous empêche de prendre du temps pour vous? Là aussi, c'était hyper intéressant. Hein. Le manque de confiance, de confier ses enfants aussi à des personnes. Enfin voilà, les freins financiers. Enfin, il y avait toute une liste de choses qu'ils nous ont données. Et donc, on s'est dit, quand on leur a expliqué qu'on pouvait expérimenter cette garderie, ils nous ont dit oui, ça nous intéresse. Alors, c'est quoi cette garderie solidaire? En fait, c'est simplement proposer un lieu sécurisé avec des professionnels. Où, en fait, un vendredi soir ou un samedi matin, par exemple, on va accueillir les enfants pendant que les parents vont pouvoir sortir, en fait, vont pouvoir souffler. Donc c'est vraiment sur un temps libre. Et des parents nous ont dit, moi, en fait, je vais pas aller, je sais pas, me faire un resto ou quoi que ce soit. Tout le monde n'a pas forcément plus les moyens. Il y en a, ils nous disaient, moi, je vais aller m'asseoir dans mon canapé. Et je vais juste regarder une série sans être coupée, vous voyez. Juste ça, en fait. Donc c'est vraiment favoriser le répit parental. Cette garderie, elle est solidaire. Pourquoi elle est solidaire? Parce que en fait, évidemment, c'est encadré par des professionnels. Donc, on imagine un animateur, une animatrice, ou un éducateur, une éducatrice de jeunes enfants, hein, parce qu'on accueillerait jusqu'aux enfants qui seraient âgés de 12 ans. Et en fait, les parents, à un moment donné, ils en bénéficient, ils sortent, et à d'autres moments, ils sont bénévoles, aux côtés du professionnel. Vous voyez? C'était ça aussi, le côté garderie solidaire. Donc, c'est vraiment porté par un collectif de parents, hein, par un groupe de parents. Et voilà, donc juste pour vous dire, là, c'est vraiment en cours l'expérimentation en Maine-et-Loire. Il y en a une en milieu rural et une en milieu urbain. Et il y a un réalisateur qui est en train de aussi filmer cette aventure-là, parce qu'on trouvait ça intéressant de vous montrer aussi, vous voyez, tout ce qui est compliqué. Hein, c'est une belle aventure, mais c'est pas toujours simple. Donc, et pour finir, je vous invite à la fois à aller sur le site Parents 49, hein, sur la page dédiée aux parents solos, hein, si vous voulez retrouver toutes les ressources. Et puis surtout, si le sujet vous intéresse, vous avez de la chance d'avoir le réseau Parents 62 à vos côtés. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à creuser le sujet justement durant vos rencontres. Voilà, merci. Vous êtes timides, les collègues? Est-ce que vous avez des questions? Adeline est prête à monter tous les étages. Là, s'il y a des questions là-haut, n'hésitez pas. Ah. Bonjour, alors merci pour ce témoignage. J'ai une question concernant l'expérimentation de la garderie solidaire. En l'occurrence, savoir s'il y avait un agrément PMI qui était délivré. Au niveau des encadrants, est-ce que ce sont des professionnels du coup qualifiés? Au niveau du ratio, du cofinancement éventuel, comment ça se passe, le reste à charge, voilà. Alors, c'est une très bonne question. Alors, peut-être déjà de vous dire, effectivement, la garderie solidaire, ça s'inscrit en fait dans le cadre du schéma départemental des services aux familles, hein, sur le département. Donc ça, c'est intéressant dans le sens où le schéma départemental des services aux familles, il y a toutes les institutions, hein, qui sont présentes autour de la table. Et puis, ça permet de mettre aussi pas mal de moyens, mettre toute notre force autour de la table, en fait, sur des projets. Donc ça... il nous fallait absolument... alors déjà, il fallait qu'il y ait des financeurs. Donc, parmi les financeurs, il y a la CAF, il y a la MSA, il y a le Pacte des solidarités aussi, hein, qui finance. Et là, prochainement, le conseil départemental. Et évidemment, avant d'aller chercher en fait, des centres sociaux qui étaient prêts à porter l'expérimentation,
et donc à embarquer des parents, hein, vous voyez. Il y a eu des partenariats de qualité assez forts qui se sont créés justement, et notamment avec la PMI, parce que rien n'aurait pu se faire autrement. Donc c'était super parce que la PMI, elle est intervenue dans des groupes de parents, dans le groupe de parents qui voulaient sur leur territoire cette garderie solidaire, pour voir justement les besoins et voir comment on pouvait lever tout ça, quoi. Donc oui, il y a des personnes de la PMI qui sont intervenues. Ouais. Alors, je ne sais plus si c'était le médecin ou une puéricultrice, mais en tout cas, ça s'est fait avec justement tout. Fallait répondre en fait aux normes de la PMI. Et c'était ça où, notamment Casse-Noisette, ça avait été compliqué dans la mise en œuvre parce que fallait effectivement, en fait, il y avait un cahier des charges assez important, quoi. Là, nous, ce qui n'était pas simple, c'est qu'il fallait trouver des lieux adaptés. Vous voyez, en fait, les parents, ça s'est fait. La garderie solidaire, c'est à une échelle locale. On est parents, on habite en milieu rural, là par exemple, ou même en milieu urbain, il faut que ce soit à côté. Il faut que les enfants, on puisse les déposer. On imagine notre fille qui a 8 ans, alors au centre de loisirs, elle va être encadrée par l'animateur, l'animatrice. Et puis si on a un enfant qui a 2 ans, il va être dans une crèche, par exemple, dans le multi-accueil, qui va l'accueillir. Donc le lieu qui soit adapté, et par aussi des professionnels qui ont en fait les diplômes, quoi. Et puis, il y avait la question, et les parents qui sont bénévoles. Mais bon, après, vous voyez tout ça, là, la garderie solidaire, pour la première expérimentation, c'était en février que les parents ils ont commencé à se réunir. Donc déjà, de lancer un appel, pour qu'il y ait des parents qui soient intéressés, qui s'engagent pendant plusieurs mois. Et là, la première, elle va ouvrir là à la fin du mois, septembre. Donc, ils ont quand même bien carburé, même dans les accords. Enfin, ça, c'est... Bonjour. On a une petite question en termes de responsabilité, en termes d'assurance dans le cadre de l'encadrement des enfants. Pour les garderies solidaires ? Oui, pour la garderie solidaire. Alors là-dessus, moi, je ne saurais pas vraiment vous répondre. En tout cas, c'est vrai qu'à vivre cette aventure-là qui est hyper encadrée, ce qu'on s'est juste dit, c'est que parfois, vous voyez, même dans les groupes de parents solo, il y a l'accueil des enfants qui est à côté. Mais c'est vrai qu'on se pose des fois moins les questions. Alors que c'est pareil, en fait, finalement, la responsabilité des enfants, les questions pourraient se poser de la même manière, quoi. Mais là-dessus, est-ce que c'est de la responsabilité peut-être du centre social qui mène le projet ? Les professionnels qui encadrent sont sur leur temps de travail ou... Ah oui. En fait, il y a même un contrat de travail. Donc, il y a un contrat de travail spécifique qui est fait. Entre les parents et le lieu où ils déposent alors, non ? Entre le professionnel. Donc voilà. Parce que par contre, les parents sont bénévoles. Les parents ne sont pas rémunérés pour les parents qui vont à un moment donné s'occuper des enfants. Je demande parce que je suis sur un service petite enfance d'agglo et on est très réglementé justement. Donc c'est ce qu'on se demandait s'il se passe un accident, s'il y a quelque chose, qui est responsable parce que c'est des choses auxquelles on pense depuis un moment, mais au niveau responsabilité, c'est toujours compliqué. Ok, merci. Ce qu'on peut vous proposer, c'est début 2026, on organise un voyage d'études. Cindy, tu nous accueilleras. Avec grand plaisir pour vous accueillir. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation, c'était très intéressant et ça donne plein d'idées. Ça m'a fait penser au groupe de parole féministe qui existe par ailleurs dans plein d'endroits. Et comme vous avez souvent employé le terme parent dans une sorte de neutre, je voulais savoir quelle était la proportion de femmes et quelle était la proportion d'hommes et comment vous envisagiez la question de la non-mixité, parce qu'il y a pas mal d'enjeux liés à la monoparentalité qui sont aussi liés à des positions dominées des femmes dans la société. Voilà, je voulais savoir si ça a affleuré et comment vous travaillez ça. Alors, sur la composition des groupes, mais à peu près, c'est à peu près un tiers en fait d'hommes et 2 tiers de femmes. Une majorité quand même de ces groupes sont composés de femmes. Et c'est toujours une question, la place des hommes, la place des papas aussi dans ces groupes.
On avait, lors d'une journée départementale, créé aussi un atelier. C'était la place des pères qu'on pouvait proposer. Mais souvent, en fait, il n'y a pas assez d'inscrits, il n'y a pas assez de papas qui s'inscrivent pour pouvoir échanger. Donc, bon. Et sur la question de la non-mixité, ouais, je sais que ça s'est des fois posé. Je sais que, par exemple, dans le groupe, il y a un groupe aussi à Montreuil-Juigné, et une fois, il y a un papa qui m'a dit, ça m'a interrogée, parce que c'était uniquement entre femmes. Donc, il n'y a pas assisté. Voilà. Juste pour éclairer, je voulais parler du caractère vertueux de la non-mixité. Je ne voyais pas ça comme un problème, je voyais plutôt ça comme... Oui. Voilà. Mais en tout cas, dans les groupes souvent sont mixtes. Et nous, par ailleurs, quand même, en Maine-et-Loire, il y a un groupe de paroles de pères séparés qui est proposé par l'école des parents et des éducateurs. Mais depuis au moins 10 ans. Et encadré par deux pros, je crois qu'ils sont psychologues et puis assistants sociaux. Mais qui sont des groupes encore différents, qui est encore un groupe différent. Et peut-être de dire, enfin, au-delà effectivement là d'être papa ou d'être maman, enfin dans ces groupes, c'est vrai que comme je vous le disais, mais ce qui est hyper intéressant, c'est la question de la bienveillance et de l'entraide. Et c'est chouette. Là, il y a des papas, ou il y a aussi des mamans qui le font, mais qui des fois s'investissent à l'échelle départementale, parce que moi, les journées départementales, c'est préparé avec des parents solos aussi. Ça, je vous l'avais pas dit, mais donc c'est un sacré engagement, parce que c'est des soirs en visio. Enfin, vous voyez, on a 6 rencontres le soir pour préparer un temps fort. Mais souvent, c'est des parents qui nous disent, bah voilà, Cindy, moi, à un moment donné, j'ai bénéficié du groupe de parole de parents, et j'ai envie de redonner aussi aux autres, d'être solidaire finalement avec d'autres. Maintenant, ça va mieux, moi, dans ma vie. Et c'est une manière, voilà, de redonner aux autres. Donc c'est vrai que l'état d'esprit, il est quand même hyper solidaire. Alors moi, j'avais une question parce qu'on parle des parents solos, mais alors sur les familles recomposées, parce que ce matin, on parlait des familles recomposées, et ça n'avait pas l'air non plus simple pour les parents dans ces familles. Donc quand il y a des recompositions, est-ce qu'ils peuvent participer quand même, des recompositions, à ces groupes ? Ça, c'est une bonne question. J'avais été sollicitée, moi, par des familles recomposées. En tout cas, il n'y a pas de groupe de parole, nous, par exemple, en Maine-et-Loire, qui parle de famille, justement, la famille mélangée, je ne sais pas, famille recomposée, je ne sais pas comment on les appelle. Donc, il y a des parents, parfois, qui ne se considèrent plus, en fait, parents solo lorsqu'ils rencontrent quelqu'un d'autre, et donc, ils arrêtent de venir. Il n'y a pas toujours... En tout cas, nous, en Maine-et-Loire, non, ça n'existe pas. Oui, moi je me posais une question, parce qu'on parle du coup de la représentation des parents solos dans la société, mais il y a aussi les enfants de parents solos qui parfois du coup sont adolescents dans une construction identitaire. Est-ce que vous êtes déjà posé la question d'un groupe pour les ados de parents solos du coup ou pas? Ça s'est un peu posé, ça, vous voyez, lors des journées départementales. Les enfants, en fait, c'est une journée pour les parents, mais c'est aussi une journée pour les enfants, finalement, ces journées départementales. Mais on est plutôt dans des choses, un peu de loisirs pour eux, quoi. Donc parfois, oui, les parents, ils ont des ateliers d'écriture, par exemple, pour réfléchir à leur vie, des choses comme ça. Mais les enfants, pas toujours. Mais je sais qu'à un moment donné, on s'était posé la question, à se dire, et pour les enfants, quel espace de parole, quel espace de rencontre est-ce qu'ils ont? Mais encore faudrait-il être sûr qu'ils aient besoin, qu'ils aient envie aussi, à un moment donné, de s'exprimer là-dessus. Donc, ça s'est pas vraiment fait, non. Ça s'est pas encore fait, en tout cas. Et en tout cas, oui, ça me fait penser à une chose. À la dernière visio pour la journée départementale des parents solos, il y a une maman qui disait « Oh tiens, Cindy, l'année prochaine, on pourrait peut-être faire une chorale, une chanson. » Et je pensais aux féministes, justement. Et je disais « Bah ouais, ça pourrait être chouette, ça, de faire des ateliers, effectivement. Un atelier plutôt d'écriture et de chansons aussi. » pour mettre des mots, et puis après, vous voyez, il y a le côté effectivement collectif qui peut être intéressant. Ouais. En tout cas, c'est, vous voyez, aussi bien le groupe que la journée départementale, c'est très créatif, donc c'est ça qui est vraiment chouette. Ça veut dire qu'on est toujours en mouvement, et en fait, il y a plein de choses possibles. Donc,
si ça vous intéresse, non mais voilà, en fait, c'est du sur-mesure, là, et vous avez, en tout cas, je trouve, plein d'idées. Après, voilà, c'est vous qui viendrez en Maine-et-Loire pour témoigner de ce que vous avez pu mener. Hein. Je suis désolé pour tenir le timing, on va devoir en rester là sur les questions, mais effectivement, enfin, n'hésitez pas si la thématique, si vous souhaitez creuser au sein des territoires, on a la chance d'avoir Cindy en contact privilégié, et bien sûr, on reviendra avec les questions qui arrivent un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Cindy.